Elle pensait avoir trouvé un vieil homme généreux. Mais derrière sa fortune se cachait un passé sombre, fait de larmes, de trafic et d'enfants oubliés. Elle a choisi de transformer cette honte en lumière. Le soleil cognait sur les tôles ondulées du vieux marché de Zangina. Des cris de vendeurs, des klaxons de motos, des enfants courant pieds nus entre les étals. C'était le cœur vibrant du quartier, où les histoires naissaient comme les légumes dans les paniers. Assise derrière une petite table en bois, Syrah, 19 ans, tressait un bracelet avec de la ficelle rouge et des perles usées. Elle portait un pagne délavé, un haut trop grand, et son regard oscillait entre la fatigue et les rêves qu'elle n'osait pas dire à voix haute. « Bracelet à 300 francs seulement !» criait-elle sans trop y croire. Ce jour-là, comme les précédents, un homme s'approcha du banc à l'ombre du manguier central. Un vieillard à la barbe blanche bien taillée, vêtu d'un grand boubou bleu nuit, chaussé de mocassins brillants. Il marchait lentement, mais avec une dignité étrange. Les vendeuses l'appelaient Baba Doumbia. Il saluait tout le monde avec un sourire doux, tendait parfois un billet à une femme enceinte, payait toujours sans discuter, et s'asseyait sur le même banc, toujours à la même heure. Syrah l'observait tous les jours. Pourquoi il vient ici? Il est riche, non? Il pourrait aller dans un supermarché, pas dans notre poussière. Un vendeur de friperie, assis non loin d'elle, s'approcha. Tu sais qui c'est, hein? Baba Doumbia, on dit qu'il a été riche au point d'acheter une banque, mais il vit seul. Il vient ici pour... On sait pas trop, peut-être pour se souvenir. Syrah ne répondit pas. Elle avait remarqué une chose étrange chez lui. Il souriait, mais ses yeux ne riaient jamais. Ce jour-là, il la fixe quelques secondes à peine. Puis il détourna les yeux et tendit un billet à un enfant en haillons. Syrah frissonna. Le ciel s'assombrit. Les nuages s'accumulaient lentement au-dessus du marché comme une armée silencieuse annonçant la pluie. Les vendeurs commençaient à ranger leurs marchandises dans la précipitation, couvrant les étals de bâches en plastique. Syrah, elle, restait encore assise. Elle ne voulait pas abandonner ses bracelets, pas aujourd'hui. La vente avait été mauvaise. Un tonnerre gronda. C'est alors qu'elle sentit une ombre se poser sur elle. « Tu veux tomber malade, petite ?» lui dit une voix grave, mais douce. Elle leva les yeux. Baba Doumbia se tenait là, un grand parapluie noir ouvert au-dessus de lui. La pluie commençait à tomber en fines gouttes sur la tôle. « Viens, abritons-nous là-bas. » Syrah hésita. Mais quelque chose dans sa voix, peut-être cette autorité tranquille, ou ce regard qui ne cherchait rien à obtenir, la poussa à se lever. Ils marchèrent côte à côte vers un kiosque fermé, dont l'auvent protégeait encore un peu de la pluie. Le silence s'installa entre eux, juste le bruit de l'eau qui cognait la terre rouge. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-il. « Syrah. Tu vends ces bracelets pour toi ou pour ta famille ? » « Pour moi. J'ai plus que moi. » Il la regarda longuement. Puis fouilla dans la poche de son boubou et sortit un billet neuf. « Tiens. 10 000 francs. Pas pour manger. Pas pour t'habiller. Pour tes rêves. Tu as des rêves ?» Elle prit le billet, les mains tremblantes. « Je voulais ouvrir une boutique. Plus tard. » Il sourit. « Plus tard commence maintenant, Syrah. Si tu le veux. » Un silence. Puis, soudain, un rire d'enfant sous la pluie les interrompit. Des petits couraient torse nu, heureux sous l'eau fraîche. Les enfants sont sages. Ils ne pensent pas à demain. Ils vivent l'instant. Moi, je pense à hier, répondit Syrah, presque sans s'en rendre compte. Le vieil homme la regarda, surpris par sa réponse. Puis il dit simplement. Reviens demain. Même heure. Même banc. Et il partit sous la pluie, son parapluie flottant comme un fantôme noir dans le marché vidé. Syrah resta là un instant, le billet entre les doigts. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Un mélange de curiosité, de gratitude et de méfiance. Car les gens généreux ont souvent un passé trop lourd à porter seul. La maison aux portes fermées. Quelques jours plus tard, après plusieurs rencontres sur le banc du marché, Baba Doumbia lui fit une proposition inattendue. « Syrah, tu veux voir où je vis ?» Elle cligna des yeux. « Vous voulez dire chez vous ?» Il hocha lentement la tête. « Ce n'est pas loin, tu ne risques rien. Et tu n'as rien à prouver. Si tu veux rentrer chez toi, je comprendrai. » Syrah hésita, mais la curiosité, cette bête vivante dans le cœur des jeunes, prit le dessus. Elle suivit le vieil homme. Ils marchèrent en silence à travers les ruelles sinueuses du vieux quartier colonial. Des maisons aux murs craquelés, des enfants jouant au ballon, des regards curieux jetés depuis les portes entr'ouvertes. Enfin,
Ils s'arrêtèrent devant un portail en fer forgé, orné de motifs anciens. Derrière, une vaste villa blanche, entourée de bougainvilliers. Une fontaine vide trônait au milieu de la cour, le temps semblait suspendu. « Entrez », dit-il simplement. Syrah posa le pied dans la cour avec prudence. L'air était différent ici. Plus épais. Plus silencieux. À l'intérieur, la maison semblait figée dans un autre siècle. Des meubles en bois massif, un grand piano recouvert d'un drap, des tableaux fanés, des bibelots poussiéreux. Mais tout était d'une propreté clinique. « Vous vivez ici, seul ?» demanda-t-elle. Oui. Il lui servit un verre de jus de gingembre, puis lui fit visiter le salon, la cuisine, une bibliothèque. Mais ce qui troubla Syrah, c'était le nombre de portes fermées à clé. Des couloirs entiers où elle n'avait pas le droit d'entrer. « Et là ?» questionna-t-elle en désignant une porte verrouillée. Il marqua un long silence puis, posant une main sur la poignée. « Ce sont des chambres d'invités. Inutilisées depuis longtemps. Il y a des souvenirs qu'il vaut mieux laisser tranquilles. » Sa voix tremblait légèrement. Pour la première fois, il paraissait vulnérable. Syrah hocha la tête. Mais dans son cœur, une fissure s'ouvrit. Pourquoi verrouiller des chambres si elles sont vides? Pourquoi ne jamais les ouvrir, même pour les nettoyer? Quand elle rentra chez elle ce soir-là, le parfum de la villa restait accroché à sa robe. Un mélange de musc, de cire à bois, et de secrets. Elle ne dormit presque pas. Car derrière chaque porte close, elle sentait une vérité plus lourde que l'or. Les carnets interdits. Ce fut un jeudi. Un de ces jours où le ciel est si lourd qu'on croirait que le monde retient son souffle. Syrah arriva à la villa un peu plus tôt que d'habitude. Baba Doumbia dormait profondément dans un fauteuil en rotin, un foulard sur les jambes, un livre ouvert sur la poitrine. Elle resta un moment à le regarder. Cet homme, si généreux, si tranquille, que cache-t-il vraiment? Elle posa discrètement son sac, avança à pas feutrés dans le salon, puis ses yeux s'arrêtèrent sur le vieux coffre en bois noir. Posé près de l'escalier, il était entr'ouvert. Un courant d'air? Une erreur? Ou une invitation du destin? Elle s'approcha lentement. Tremblante. Ses doigts effleurèrent le métal froid de la serrure. Elle leva le couvercle. À l'intérieur, des carnets à la couverture usée, des lettres jaunies, des photos. L'air dans la pièce semblait changer, plus dense, plus lourd. Elle ouvrit le premier carnet. Son cœur s'arrêta, elle ouvrit un autre. L'enfant de Koba n'a pas survécu, trop faible. Pas de nom, pas de plainte, enterrée au nord de la frontière. Puis elle tomba sur des photos. Des visages d'enfants. Certains souriants. D'autres terrorisés. Tous numérotés. Certains marqués d'un tampon rouge expédié. Une lettre, manuscrite, en français maladroit, disait « Merci pour la petite. Elle est adorable. Nous avons changé son nom en clair. Elle s'intègre bien. Merci pour votre rapidité. » Syrah chancela, elle referma le carnet d'un coup sec. Elle voulut le remettre dans le coffre, mais sa main tremblait trop. Elle regarda Baba, il dormait encore ou faisait semblant. Elle quitta la pièce, presque en courant, le cœur tambourinant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Dans la rue, le soleil frappait fort, mais elle avait froid. Ce n'est pas un homme bon, c'est un trafiquant d'enfants. Un passeur d'âmes. Et tout l'argent, tous les billets, tous les sourires, étaient des cercueils maquillés. Ce soir-là, Syrah ne parla à personne. Elle brûla son dîner sans s'en rendre compte, elle pleura seule, recroquevillée dans son coin de matelas, sans couverture. Car rien n'est plus cruel que de découvrir que le bien que l'on a reçu était né du mal d'un autre, le cri silencieux. Le lendemain, Syrah ne vint pas au marché ni le surlendemain. Elle erra dans le quartier, les pensées embrouillées, le cœur pris dans un étau de honte et de rage. Chaque souvenir de Baba Doumbia devenait un poison. Ses sourires, ses gestes généreux, ses silences trop bien placés. Comment avait-elle pu se laisser avoir? Comment tous les autres ne voyaient-ils rien? Le 4e jour, elle décida d'y retourner, pas pour le voir, pour le regarder en face. Pour lui parler, pour comprendre ou pour le faire tomber. Quand elle entra dans la villa, il était là, comme si rien n'avait changé, assis sur le même fauteuil, une tasse de café tout bas à la main. Il leva les yeux vers elle, devinant déjà l'ouragan dans ses pupilles. « Tu es venue, » murmura-t-il. « Je ne savais pas si tu reviendrais. » Elle resta debout silencieuse, les bras croisés. « Tu m'as menti. » Il ferma les yeux longtemps. Puis les rouvrit, brillant d'une douleur contenue. « Non, je ne t'ai rien dit, c'est différent. » Elle sortit un des carnets de son sac.
Le posa lentement sur la table. Tu n'as pas seulement vendu des objets, tu as vendu des enfants. Il ne répondit pas. Mais ses mains tremblaient. Combien sont morts, Baba? Combien ont pleuré ton nom en silence? Combien n'ont plus de pays, plus de nom, à cause de toi? Il prit une profonde inspiration puis répondit, la voix brisée. Tous les jours, je les entends. Dans mon sommeil. Quand je bois mon café, quand je prie, je les entends. Ils ne m'ont jamais quitté. Syrah serra les poings. Elle voulait hurler mais son cri restait bloqué au fond de sa gorge. Et tu donnes de l'argent, comme si ça pouvait effacer. Non, l'interrompit-il. Je ne donne pas pour effacer. Je donne pour me souvenir. Chaque billet, c'est un nom. Chaque enfant que j'aide, c'est une tentative, minuscule, dérisoire, de recoller un peu de ce que j'ai brisé. Il se leva lentement, s'approcha d'elle. Si tu veux me dénoncer, je ne fuirai pas. Je n'ai plus peur de la prison, je vis déjà avec une cellule dans ma poitrine. Il posa une main sur le carnet. Mais si tu veux comprendre, alors je vais t'emmener quelque part. Syrah baissa les yeux, son cœur battait fort, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était peut-être le début de la vérité. Le cimetière secret. Le soleil était bas quand ils quittèrent la villa. Baba Doumbia marchait lentement, une canne dans une main, une enveloppe dans l'autre. Il ne parlait pas. Et Syrah, de son côté, se taisait aussi, absorbée par une peur étrange, celle de voir ce que l'on préfère ignorer. Ils prirent un taxi jusqu'à la sortie de la ville. Puis, à pied, ils traversèrent un champ de terre rouge, brûlé par le soleil, où seuls quelques arbustes tordus résistaient au vent. C'est ici, murmura Baba. Devant eux, un vieux baobab solitaire, immense et silencieux, dominait la plaine. Sous l'arbre, 23 pierres, posées à même la terre, en cercle. Pas de nom complet, seulement des initiales, des âges, des années. Syrah sentit un frisson lui parcourir la colonne. Ce sont, eux? Demanda-t-elle à voix basse. Ceux que je n'ai pas pu vendre. Ceux qui sont morts dans les traversées. Les malades. Les oubliés. Ceux que les commanditaires ne voulaient plus. Il s'agenouilla, posa l'enveloppe sur une pierre à l'intérieur, un dessin d'enfant, jauni, un soleil et un cœur. Syrah devina qu'il s'agissait d'un souvenir. On ne leur a jamais construit de tombe, alors j'ai mis ces pierres, moi-même. Une par une. Chaque année, je reviens ici pour qu'ils sachent que je ne les ai pas effacés. Syrah ne pouvait plus retenir ses larmes, pas pour lui, pour eux. Elle s'assit à genoux, en silence, à côté du vieil homme. Le vent soufflait doucement dans les branches du baobab. Un silence sacré, comme si la terre elle-même se souvenait. « Pourquoi tu me montres ça ?» demanda-t-elle. Il répondit sans la regarder. « Parce que tu es la première à avoir cherché, la première à ne pas me croire et peut-être la première à pouvoir faire quelque chose de propre avec tout ce que j'ai sali. » Sur le chemin du retour, ni l'un ni l'autre ne parla. Mais dans le cœur de Syrah, une décision n'était pas encore claire, pas encore définie, mais solide. Elle ne pouvait pas réparer le passé, mais elle pouvait en bâtir un autre. Les jours suivants furent les plus longs de la vie de Syrah. Elle ne retourna ni au marché, ni à la villa. Elle errait dans les ruelles, le regard perdu, traînant son sac vide et ses pensées lourdes comme un orphelinat silencieux. Chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Une barque au milieu de la mer, pleine d'enfants sans visage, qui l'appelaient sans voix, les bras tendus vers elle. Et au fond de la barque, Baba Doumbia, le visage noyé de larmes, les mains rouges de billets mouillés. Elle pensait à dénoncer. Elle pensait aussi à oublier. Mais surtout, elle pensait à ce qu'elle ferait si elle avait grandi dans le ventre de cette fortune. Aurait-elle agi autrement? Aurait-elle eu le courage de dire non? Ou aurait-elle fermé les yeux, comme tant d'autres? 3 jours plus tard, elle retourna le voir. Il était dans sa bibliothèque, assis en silence, face à une photo noire et blanche accrochée au mur. Un enfant, habillé en costume, les bras croisés, le regard dur. Baba, à 10 ans. Tu avais quel âge quand tu as commencé? Demanda-t-elle. Il laissa un long silence flotter. 17 ans. Un colon m'a fait une proposition, j'étais pauvre. J'ai dit oui une fois puis 2 puis 100. Et un jour, je suis devenu riche sans comprendre comment j'étais devenu un marchand de malheur. Elle s'assit. Elle le regarda, longuement. Et maintenant? Maintenant, je ne peux plus rien réparer, mais toi, tu es là, tu sais. Tu as vu, tu peux faire ce que moi je n'ai pas eu la force de faire. Changer la fin. Il lui tendit une clé vieille usée. Elle ouvre les chambres. Si tu veux vraiment savoir tout, va voir. Si tu veux partir et tout oublier, je comprendrai. Tu peux aussi me dénoncer, je suis prêt. Elle ne prit pas la clé.
Je ne veux pas voir plus, j'ai déjà trop vu, ce que tu as fait est impardonnable, mais je ne suis pas la justice. Je suis une fille. Une survivante d'un monde qui détruit les faibles. Elle se leva, prit son sac. Je ne vais pas te dénoncer, Baba, mais je vais prendre ton argent. Et je vais en faire quelque chose, que ces enfants auraient mérité. Quelque chose de vivant. Il hocha la tête, les yeux embués. Alors tu seras la seule héritière d'un homme sans héritier. Mais souviens-toi, chaque pièce, chaque billet que tu toucheras vient de ce que j'ai volé à d'autres, elle répondit doucement. Je ne vais pas le dépenser, je vais le transformer. Le choix de Syrah. Quelques jours plus tard, un camion s'arrêta devant l'ancienne boutique désaffectée du quartier périphérique de Zangina. Le sol était fissuré, les murs couverts de graffitis, et la toiture semblait tenir par miracle, mais pour Syrah, c'était plus qu'un bâtiment. C'était un tombeau qu'elle allait transformer en refuge. Elle sortit, suivie d'un jeune maçon, d'un peintre et d'une femme assistante sociale. Dans sa main, une enveloppe épaisse, la première partie de l'héritage de Doumbia. Tout le quartier l'observait. Certains curieux, d'autres sceptiques. Elle a trouvé un vieux blanc qui l'entretient? Non, elle s'est vendue à un marabout riche. C'est l'argent du sang, chuchota un ancien mendiant. Mais Syrah ne répondit à aucun de ces murmures, elle avait choisi le silence actif. En 2 semaines, la bâtisse se transforma, des couleurs chaudes, des dessins d'enfants sur les murs, des bancs en bois, un petit jardin. Sur l'enseigne fraîchement peinte, un nom. Maison des Invisibles. Pour ceux que le monde n'a jamais regardés. Le premier jour, 4 enfants sont venus. Puis 10, puis 15. Des petits mendiants, des orphelins oubliés, des enfants de la rue, elle leur offrait un repas, un carnet, un toit pour dormir et plus que tout un prénom, une identité. Elle gardait sur son bureau un des carnets de Baba Doumbia, ouvert à la dernière page. Chaque nom qu'elle découvrait, chaque visage qu'elle reconnaissait dans un vieil enfant silencieux, elle le recopiait dans ce carnet, dans une encre neuve. Un jour, un garçon de 8 ans s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Madame Syrah, pourquoi tu fais tout ça pour nous? On n'a rien à te donner. » Elle s'agenouilla, lui prit la main. « Parce que quelqu'un m'a volé mes illusions, et à travers vous, je les récupère. » Le soir, seule dans sa chambre, elle écrivait dans un cahier. « Je ne pardonne pas. Je ne condamne pas. Je construis avec la boue qu'il m'a laissée, je fais des briques et un jour, peut-être, ce sera une maison pour les vivants, et une tombe pour les regrets. » C'était un matin sans vent. Le ciel était figé, comme si même le temps avait décidé de ne pas déranger. Syrah reçut l'appel d'un voisin de la villa. Il ne sort plus depuis 2 jours. On a frappé, il ne répond pas. Elle y alla seule. Sans peur, sans colère. Avec un étrange calme dans le cœur, comme si elle savait déjà. La maison était silencieuse plus que d'habitude. Les rideaux fermés. L'odeur de l'encens froid. Et dans son fauteuil, Baba Doumbia, tête penchée, main posée sur un carnet noir, il était mort. Les yeux ouverts. Le regard tourné vers une vieille photo d'enfant posée sur la table. Peut-être son fils, peut-être lui-même. Peut-être l'un des disparus qu'il n'a jamais su oublier. Syrah s'agenouilla, ferma lentement ses paupières. Pas une larme. Juste un soupir. Repose-toi. Tu n'as jamais su le faire de ton vivant. Elle fouilla dans son tiroir. Une lettre, à son nom, l'attendait. Syrah. Si tu lis ces lignes, c'est que mes poumons ont enfin abandonné. Ne m'enterre pas dans un cimetière de marbre. Ramène-moi sous le baobab. J'ai laissé tous mes comptes, toutes mes clés, tous mes silences à ton nom. Fais-en ce que tu veux. Si tu choisis de brûler ma mémoire, je l'accepte. Si tu choisis de l'effacer, je le mérite. Mais si tu choisis de faire quelque chose de bien, alors je mourrai une 2e fois. Mais en paix, Baba. 3 jours plus tard, dans un cortège discret, Syrah transporta le corps de Baba jusqu'au terrain sous le vieux baobab. Il n'y avait pas de discours, pas de corbillard. Seulement elle, 2 enfants de la maison, et un marabout. Elle enterra l'homme sans nom, entre 2 pierres déjà posées. Sur la pierre, elle grava une phrase. Il n'a pas oublié. Et c'était tout, mais ce n'était pas la fin. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des lettres. De l'étranger. Des familles. Des survivants, des enfants adoptés devenus adultes. Certains disaient merci. D'autres insultaient. Mais tous voulaient savoir, comprendre, revenir aux racines. Alors elle sut que l'histoire de Baba Doumbia n'était pas morte avec lui. Elle venait seulement de changer de main. L'héritage. Des mois ont passé. La maison des Invisibles ne désemplit plus. Chaque semaine, de nouveaux enfants franchissent les portes,
parfois amenés par des policiers, parfois par des femmes fatiguées qui disent en pleurant « Je n'ai plus rien, prenez-le, sauvez-le ». Syra est là tous les jours. Elle nettoie, elle soigne, elle écrit. Mais surtout, elle raconte. Dans une pièce à part, qu'elle a appelée la salle des noms, elle a accroché les photos retrouvées dans les carnets. Chaque visage a désormais un prénom, une date, et un message écrit en lettres simples. Tu n'as pas été oublié. L'argent laissé par Baba Doumbia a permis d'ouvrir 2 autres centres dans des villes voisines. Un cabinet d'avocats s'est proposé pour rechercher les origines de certains enfants adoptés à l'étranger. Des artistes sont venus peindre les murs. Des psychologues, des conteurs, des anciens mendiants, tous unis par un passé que la société avait préféré enterrer. Mais Syra, elle, refuse de devenir une héroïne. Je ne fais que réparer avec les cendres, ce n'est pas de la gloire, c'est un devoir. Certains journalistes ont tenté d'en faire un documentaire. Elle a refusé. Il ne mérite pas un film, il mérite le silence utile. Un soir, alors qu'elle ferme la maison, une petite fille l'interpelle. Maman Syra. Tu crois qu'il nous voit, lui? Là-haut. Elle sourit doucement. S'agenouille à sa hauteur. Je ne sais pas, ma petite. Mais, s'il regarde, j'espère qu'il pleure. Et que cette fois, ce sont des larmes qui nettoient, pas qui salissent. Sur la tombe de Baba Doumbia, sous le baobab, des fleurs ont été déposées. Pas par Syra. Par un jeune homme venu de Belgique. Il a simplement murmuré. On m'appelait Jean. Mais mon vrai nom, c'était Malik et grâce à cette maison je le sais enfin. Puis il est reparti sans bruit. Et le vent du Sahel a soufflé dans les branches du baobab. Comme un pardon ou comme un rappel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.